Je voudrais vous souhaiter la bienvenue donc, au Grand Château d'Ansembourg à l'occasion de ces journées européennes du patrimoine. Et cette année, le Conseil de l'Europe a choisi comme thème de ces journées européennes du patrimoine et développement durable. Donc ce n'est pas pour un effet de mode. L'idée, c'est que, en fait, quand on partage le fait de préserver son patrimoine, comme ce château ici, mais aussi son mode de vie, sa culture, la beauté, tout simplement, eh bien, cela permet finalement d'augmenter la résilience. On peut arrêter le son, Rodolphe, derrière parce que donc, ça permet d'augmenter la résilience, en fait, et donc de nos communautés de vie, de manière générale. Et c'est bien ce que nous essayons de faire par, bien sûr, la restauration du château, par les visites qui sont ici, ce partage que l'on veut faire, les différentes animations qui ont lieu aussi. Et c'est aussi ce que l'on veut faire parce que le monde est un, finalement, par cette action donc, de reboisement qui a lieu donc, sur cette grande muraille verte que vous allez découvrir, et principalement au Sénégal. Et l'idée, c'est qu'en reboisant au Sénégal, en arrêtant la desertification, eh bien, on va augmenter aussi la résilience de nos communautés de vie ici en Europe. Pour pouvoir donc commencer cette conférence, je vais avoir le plaisir de vous présenter différents intervenants. Et nous allons commencer par son Excellence M. Thomas Antoine, que les Luxembourgeois connaissent bien. Je vais enlever mes... Voilà. Donc, M. Thomas Antoine, que certains connaissent bien ici, qui était donc ambassadeur de Belgique à Luxembourg, qui a laissé un grand souvenir ici, et qui ensuite était donc le secrétaire général de l'Union Benelux. Bonjour à tous, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à Ansembourg, en cette journée du patrimoine. Ce magnifique château illustre l'harmonie entre l'homme et son environnement, entre la culture et la nature. Hélas, il y a d'autres endroits du globe où cette harmonie est perdue ou menacée. Or, ce que l'homme a détruit ou laissé se défaire, l'homme peut le reconstruire, comme le montre d'ailleurs ce magnifique château d'Ansembourg. De même, le cœur vert de la nature peut recommencer à battre, pour nous et les générations à venir, entre autres dans le Sahel, où a lieu ce fameux projet de barrière verte. Il s'agit que l'Afrique retrouve sa vocation de paradis terrestre et qu'elle n'oblige pas ses fils et ses filles à s'exiler. Comme diplomate, fils et petits-fils d'agronomes qui ont consacré toute leur vie à la forêt et aux forestiers, au temple de la nature et à ses gardiens, j'ai toujours été sensible à la dimension environnementale des pays où j'ai été envoyé. Cela bien avant l'engouement pour l'écologie et la prise de conscience du changement climatique dû à la combustion des énergies fossiles. En Christophe Déage, qui vous accueille aujourd'hui en ce beau château, et Bruno Terret, dont la vie est marquée par le dévouement au bien commun, j'ai trouvé des amis et des alliés dans cette lutte qui dépasse toutes les divisions politiques et tous les clivages confessionnels. En effet, tous, nous aspirons à vivre dans un jardin, un paradis, celui qui nous offre la création si nous veillons sur elle. Mais, comme je l'ai déjà dit, certains endroits de notre terre souffrent plus, menacés par le désert, et c'est à eux que s'adresse le grand projet de barrière verte dans le Sahel. Il est destiné à rétablir un environnement fécond, en stabilisant le sol, en procurant du fourrage, en attirant la pluie, car en effet, la forêt peut changer le climat. C'est ce grand projet auquel je souhaite vous associer, en soutenant l'association Cœur Vert, qui justement aide et promeut des activités dans le Sahel. Les détails de cette activité vous seront donnés par Christophe et Bruno. Je regrette de ne pas être présent physiquement avec vous aujourd'hui, pour des raisons familiales, mais soyez sûrs que mon cœur bat avec le Cœur Vert. À très bientôt, au revoir.
Et maintenant, je voudrais également vous proposer d'écouter une intervention en ligne de M. Paul Tongen, qui est le coordinateur de l'initiative de la Grande Muraille Verte à l'Union africaine. Et c'est de New York qu'il va s'adresser maintenant à nous. Monsieur Paul Tongen, s'il vous plaît, nous allons... Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci beaucoup et bonjour. Je suis très ravi d'être ici aujourd'hui. Je vais d'abord dire merci à tout le monde qui se trouve dans la salle. C'est un samedi et c'est pas évident. Donc, ça montre vraiment votre engagement pour soutenir non seulement l'Afrique, le Kenya, mais le monde. Parce que le problème des changements climatiques, le problème de la sécheresse, de dégradation des sols, c'est un problème, c'est un défi et challenge mondial. Donc, je voudrais dire merci au Kenya pour cette opportunité de parler à vous aujourd'hui, ce matin, depuis New York, où on vient de terminer les travaux de las Nations Unies. On avait plusieurs événements parallèles sur la Grande Muraille Verte, sur la désertification et le changement climatique en Afrique et bien sûr dans le monde. Donc, je me dire franchement, ici, c'est juste pour vous dire merci beaucoup pour cet engagement. Si vous êtes là aujourd'hui, merci du cœur à l'association Kenya et tous ceux qui appuient Kenya aujourd'hui. Et juste pour ajouter que le problème de la sécheresse, surtout en Afrique, c'est un grand défi mondial. Le nouveau rapport de las Nations Unies qu'on a eu ici montre qu'à cause de la sécheresse, à cause du changement climatique, surtout dans les pays africains, il y aura à peu près 700 millions de déplacements à cause de la sécheresse dans les zones arides africaines. Et ça, c'est le tout dernier rapport et ça nous a beaucoup frappé. Ça montre qu'on doit faire plus, on doit davantage soutenir la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Parce qu'aujourd'hui, la Grande Muraille Verte est devenue une plateforme globale, une plateforme mondiale pour la lutte seulement, non seulement contre la sécheresse, mais pour la création d'emplois verts, pour l'investissement et pour le développement durable au niveau d'Afrique et bien sûr dans le monde. Les dernières réunions qu'on a eues hier soir, c'était sur l'investissement privé. Et quand vous regardez, ce sera difficile pour les États seuls d'investir. Donc, l'investissement privé, l'investissement communautaire, l'investissement des citoyens comme vous est vraiment, vraiment important dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Donc, j'ai déjà discuté avec M. Doku et je lui avais déjà envoyé ma communication. Donc, je crois qu'à cet instant, je vais seulement vous dire, au nom de l'Union africaine, au nom de tous les acteurs et tous les citoyens et la population qui se trouvent dans les zones touchées par la sécheresse en Afrique, je vais vous dire, et ils sont à 400 millions, je vais vous dire merci pour votre engagement, merci pour tout ce que vous faites et on reste en contact, on va continuer à œuvrer et à travailler pour assurer la mise en œuvre et on va rester en contact. Bien sûr, je crois que d'ici peu, je serai chez vous là-bas pour pouvoir engager plus direct avec les autorités et bien sûr avec tout le monde qui se trouve dans la salle. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci infiniment, Monsieur Tongen.
Tongen d'avoir pu être avec nous de cette manière et on espère vous revoir l'année prochaine ici avec nous. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que Kev fait. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme a dit M. Tangem, il a donc donné sa communication, donc va donner maintenant M. Audimarc Duclos, qui est à la fois le vice-président de la Fondation Cœur Vert qui œuvre sur le terrain donc, depuis Abidjan, et également le secrétaire général de la nouvelle association Cœur Vert Luxembourg. Merci beaucoup, Audimarc Duclos. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au Grand Château d'Anzembo. Permettez-moi donc de partager avec vous la communication de M. Elvis Tangem. Il a participé à 2 camps de reboisement du projet de la Grande Muraille Verte. Il connaît donc bien la Fondation Cœur Vert, dont le siège est à Abidjan, et il prend connaissance maintenant de la nouvelle association Cœur Vert, qui est membre de la Fondation Cœur Vert, qui a été créée il y a de cela quelques mois ici au Luxembourg. Permettez-moi donc, en son nom, de vous adresser son message. Permettez-moi de remercier sincèrement l'association Cœur Vert d'avoir invité la Commission de l'Union africaine à cette auguste réunion pour discuter de sa contribution à la mise en œuvre du programme panafricain de gestion durable et de restauration des terres, l'initiative de la Grande Muraille Verte. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour exprimer la gratitude de la Commission de l'Union africaine aux autorités luxembourgeoises d'avoir permis à l'association Cœur Vert Luxembourg, membre de la Fondation Cœur Vert, de participer à cette organisation, à cet événement. Ce geste montre l'engagement du Luxembourg à soutenir le développement du continent africain et plus particulièrement à la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Le fait que l'Union africaine ne soit pas physiquement présent ici est dû à notre participation à l'un de nos événements annuels les plus importants, l'Assemblée générale des Nations unies et le comité des chefs d'État sur le changement climatique qui se déroule à New York en ce moment même. La prochaine fois, nous serons représentés. Les engagements de l'Union africaine avec la Fondation Cœur Vert se sont développés depuis plus de 15 ans. Nous avons collaboré à l'organisation de 2 éditions de campagnes de reboisement au cours desquelles nous avons pu voir l'engagement des jeunes où des milliers d'arbres ont été plantés pour les communautés sur le tracé de la Grande Muraille Verte au Sénégal. Selon le rapport spécial des Nations Unies sur la sécheresse de 2021, plus de 30 pays à travers le monde souffraient de conditions de sécheresse aggravant l'insécurité alimentaire et la malnutrition, la stabilité politique et la paix dans le monde. La situation est particulièrement calamiteuse dans les régions arides d'Afrique, où la capacité d'adaptation est faible et des conditions climatiques extrêmes croissantes. Plus de 15 ans après la création par les chefs d'État de l'Union africaine, l'initiative de la Grande Muraille Verte sort enfin de l'ère de crise financière qui a étouffé sa mise en œuvre. Outre la contribution financière croissante, l'initiative de la Grande Muraille Verte est de plus en plus reconnue comme un modèle et une marque mondiale pour la gestion et la restauration durable des terres. Nous devons tirer parti de cette reconnaissance pour nous assurer de la mise en œuvre de l'initiative dans les régions de la communauté de développement de l'Afrique australe, du Sahara et du Sahel, ainsi que dans les autres États membres qui sont touchés par l'incidence croissante des conditions météorologiques extrêmes entraînant sécheresse, désertification, tempêtes, inondations. Tout cela est exacerbé par le changement climatique.
Lorsque les terres arides d'Afrique, en particulier le Sahel, font l'actualité, c'est souvent parce que des millions de personnes risquent de souffrir de la faim. Une crise humanitaire se déroule généralement sur le dos d'une crise alimentaire. En 2012, la vie de presque 18 millions de personnes a été mise en danger à la suite d'une crise alimentaire majeure dans la région. Cette année, plus de 11 millions de personnes sont confrontées au même sort, tandis que 1,4 million d'enfants sont menacés de malnutrition sévère. Même dans les années normales, des millions de personnes sont dans un état permanent d'insécurité alimentaire. Au cours des 5 dernières décennies, les sécheresses persistantes ont contribué à des épisodes de famine. Il est maintenant nécessaire de briser le cycle des crises alimentaires récurrentes dans la région selon de nombreux acteurs humanitaires. Le déclenchement de la pandémie de Covid-19 a été suivi de la mise en place de mesures de restriction, y compris le verrouillage complet des frontières et des activités socio-économiques. Tout cela a eu un impact disproportionné sur la vie et les moyens de subsistance des habitants des terres arides, couplés à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre conduit à divers blocages du commerce entre le continent et les principales routes des céréales et des engrais en provenance d'Ukraine, couplés aux impacts du changement climatique qui ont été dévastateurs pour la région. Les conflits liés à l'accès et à l'utilisation des ressources naturelles et les migrations dangereuses sont autant d'histoires de terres arides. L'Organisation internationale pour les migrations estime que 23 000 personnes ont péri depuis 2014 en tentant de traverser la Méditerranée. Les conflits croissants qui ont des liens directs avec le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes sont devenus des menaces existentielles pour certaines communautés et même des pays du continent. La situation actuelle, telle qu'énumérée précédemment, ne fait que nous rappeler que la situation qui prévaut et qui conduit à la création de l'initiative de la Grande Muraille Verte est vraie aujourd'hui, comme elle était au début des années 1970 et 1980. Est-ce à dire que les pays africains n'ont pas été actifs? Non, loin de là. Malgré tous les défis rencontrés, les pays africains ont été actifs dans le renforcement de la résilience pour accroître les capacités d'adaptation de la région. Les États membres de l'Union africaine ont mis en œuvre diverses stratégies et programmes dans le cadre du programme Agenda 2063, notamment le programme global de développement de l'agriculture africaine, le cadre de gestion durable des forêts de l'Union africaine, la stratégie de l'économie bleue, le plan d'action pour la relance verte, les contributions nationales déterminées par les accords de Paris sur le changement climatique et la stratégie africaine de résilience au changement climatique pour l'Afrique. L'initiative de la Grande Muraille Verte, avec un objectif de 2030, pour restaurer 100 millions d'hectares de terres actuellement dégradées, séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et créer 10 millions d'emplois dans les zones rurales, s'est imposé comme un symbole d'espoir pour de nombreuses communautés des terres arides d'Afrique. Un rapport sur les impacts de la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte
a montré que 18% de l'objectif de la Grande Muraille Verte ont été atteints avec des milliers d'emplois décents créés. Outre les réalisations concrètes, l'une des plus grandes réussites du programme concerne les secteurs politiques et diplomatiques. L'initiative de la Grande Muraille Verte a réussi à attirer l'attention mondiale sur les efforts jusqu'ici négligés de lutte contre la désertification, fournissant la plateforme indispensable sur laquelle les pays africains et les partenaires de développement se réunissent, combinant leurs efforts pour vaincre un ennemi commun, la dégradation des sols, la désertification, le changement climatique. Cependant, la quasi-absence du secteur privé, des investisseurs d'impact et des institutions financières dans la promotion des programmes a été identifiée comme l'une des lacunes importantes. L'insuffisance des synergies et des partenariats et la faible allocation des fonds nationaux sont quelques-uns des obstacles identifiés. La Fondation Cœur Vert a été l'un des acteurs non étatiques les plus importants de la mobilisation des jeunes pour apporter un soutien concret à la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Au fil des années, des milliers de jeunes se sont mobilisés pour planter des millions d'arbres et restaurer des milliers d'hectares de terres dégradées. Cet événement est donc très important pour la mise en œuvre continue de l'initiative. La Commission de l'Union africaine appelle donc tous les partenaires, collaborateurs et sympathisants présents ici aujourd'hui à soutenir l'association Cœur Vert Luxembourg dans ses efforts de mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte en collaboration étroite avec la Fondation Cœur Vert en renforçant les responsabilités sociales des jeunes. Pour conclure, permettez-moi d'exprimer une fois de plus la gratitude de l'Union africaine et de ses États membres pour l'organisation de cet événement et d'avoir pris de votre temps précieux pour y participer. À une époque où notre monde est confronté à des menaces existentielles dues à des conditions météorologiques extrêmes, des conflits, des guerres, des migrations et la détérioration généralisée des tissus de la société, la restauration des terres consiste davantage à restaurer nos âmes et nos communautés qu'autre chose. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, permettez-moi de réitérer l'urgence de recherche des solutions durables aux défis de la dégradation des terres, de la désertification, de la sécheresse et du changement climatique dans les régions arides du continent africain. Il convient de noter qu'en cherchant ces solutions à tous ces défis, nous créons également des emplois et de la richesse indispensable. Nous améliorons la recherche et utilisons le développement technologique ainsi que nos connaissances et les expériences autochtones. Je vous remercie pour votre aimable attention. Maintenant, j'aurais demandé au secrétaire général de la Fondation Cœur Vert, M. Didier Siane, de nous parler aussi de l'impact de cette activité de reboisement depuis 15 ans, en particulier sur, car on parle de désertification, sur la pluviométrie et d'autre part sur le couvert végétal dans cette région. Merci beaucoup, M. Didier Siane. Je vais vous présenter ici une étude qui a été faite, réalisée par des chercheurs qui sont basés en Côte d'Ivoire, notamment à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est la plus ancienne université de Côte d'Ivoire.
Et cette étude porte sur une analyse comparée du reboisement et de quelques paramètres climatiques de 2000 à 2020 sur le tracé de la Grande Muraille Verte et particulièrement au Sénégal, où la Fondation Cœur Vert a mené la majorité de ses activités de reboisement. Voilà. Donc, pour commencer, en guise de plan, nous allons faire une petite introduction dans laquelle je vais rappeler l'historique de la crise climatique dans la zone, les principales causes. Je vais vous présenter la méthodologie que ces chercheurs ont utilisée à travers les données utilisées, qui sont des données satellitaires, et puis même la méthodologie à proprement parler. Et je vais enfin aboutir sur quelques résultats de leurs recherches et enfin vous dire un mot de conclusion. Donc, en ce qui concerne l'introduction, il faut dire que la crise climatique a vraiment sévi dans la région depuis les années 1970 jusqu'aux années 1990. Et donc, on constate qu'il y a une baisse de la quantité de pluie annuelle de 200 mm, soit un déficit de 50 à 60% dans la partie sahélienne. Au niveau de ce graphe, je vais appeler votre attention parce que c'est sur cette base que nous pourrons comprendre la suite de la présentation qui est basée essentiellement sur des graphiques. Donc, au niveau des ordonnées, vous avez l'indice pluviométrique et puis en abscisse, vous avez les années. Donc, au milieu de l'ordonnée, c'est la moyenne des pluies. Donc, vous pourrez constater que de 1921 jusqu'en 1970, comme je l'ai dit tout à l'heure, 71, la pluviométrie était d'un niveau acceptable. Il y avait même une abondance de pluie. Et à partir de 1970 jusqu'aux années 1990, on constate qu'il y a un vide qui constitue une faiblesse de la pluviométrie. Ensuite, par la suite, nous avons constaté qu'avec le reboisement, nous avons constaté de nombreuses conséquences qui ont été dans cette période-là, du fait de l'absence de pluie, l'insécurité alimentaire, les déplacements des populations, la réduction de la capacité même de stockage de CO2, et puis la hausse des conflits. Donc c'est des points qui ont été abordés tout à l'heure par le vice-président, donc je ne vais pas insister. Et quelles ont été les causes de cette situation? Oui. Les causes, les principales causes, ce sont des causes combinées qui ne sont pas réalisées de façon isolée. Il y a eu la sécheresse, de mauvaises pratiques agricoles, le surpâturage, et puis la croissance démographique qui a entraîné l'exploitation du couvert végétal. Donc face à cette situation, qu'est-ce qui a été fait? Déjà au niveau international, les Nations Unies ont adopté une convention pour lutter contre la désertification et cette convention a été adoptée à Paris le 17 juin 1994. Donc, il faut dire que la Fondation Cœur Vert a été accréditée par cette convention du fait de ses activités depuis 15 ans sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Par la suite, en 2001, les chercheurs africains se sont réunis pour réfléchir sur une analyse de la mousson dans le Sahel. La mousson, comme vous le savez, c'est la pluie dans la zone sahélienne, pour voir comment est-ce que cette mousson-là se comporte, de sorte à faire des propositions d'amélioration. Et ensuite, nous avons abouti à l'initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte, qui a été adoptée en 2007 au sommet de l'Union africaine. Donc, l'idée de départ, l'idée ne date pas de 2007, elle date des années 80. L'idée a émergé dans cette période-là, et c'est seulement en 2005 que les anciens présidents Wade du Sénégal, Obasanjo du Nigeria ont inscrit à l'ordre du jour des sessions de l'UA le projet de la Grande Muraille Verte. Donc vous voyez ici le tracé de la Grande Muraille Verte. Le tracé de la Grande Muraille Verte qui traverse 11 pays, de la Mauritanie jusqu'à Djibouti. Donc nous avons intervenu essentiellement au Mali,
Au Sénégal, avec beaucoup de camps, nous en avons fait 15, au Burkina Faso également. Oui. Donc, quelle est l'importance de ce projet majeur? Naturellement, c'est de ralentir l'avancée du désert, c'est d'améliorer la gestion des ressources naturelles, c'est de lutter contre la pauvreté, étant entendu que les économies africaines sont essentiellement basées sur l'agriculture. 80% des économies en Afrique sont basées sur l'agriculture. Oui. Donc, pour parler de façon spécifique, cette carte-là représente le Sénégal et la partie jaune représente le tracé de la Grande Muraille Verte au Sénégal. L'étude a été menée essentiellement dans 3 régions dans lesquelles nous avons mené des activités de reboisement, à Louga, à Matam et à Tambacounda. Donc je ne vais pas insister sur ce point. Donc par la suite, oui, les communes reparties selon les départements, Enrobes-Sierre, Tessékéré et Louguéré-Djoli, ce sont des communes dans lesquelles nous avons intensifié des activités de reboisement. Oui. Donc, quelle est l'approche méthodologique qui a été utilisée? Donc, pour nous présenter des résultats, ces chercheurs-là ont observé des données de végétation notamment, des données de précipitation, des données de température et des données liées à l'humidité du sol. Donc, ces données-là, essentiellement, ont été captées sur une base de données climatiques américaines qui a été définie par des indices, notamment l'indice de végétation par différence normalisée. C'est en lien avec le premier graphique que je vous ai montré, l'indice de santé de la végétation. Et par la suite, en termes de méthodologie, l'anomalie standardisée d'indice des précipitations et la distribution spatiale des précipitations a été utilisée. C'est toujours en lien avec le premier graphe. Au niveau de la végétation également, l'anomalie standardisée d'indice de végétation et de distribution spatiale de la végétation a été utilisée. Et enfin, une comparaison a été faite entre la période de 2000 à 2008 et la période de 2009 à 2020. C'est ce qui concerne la pluviométrie. Il y a un aspect particulier à ce niveau, c'est que le pic de la pluie, le pic des pluies au Sénégal, c'est au mois d'août. C'est au mois d'août. Et depuis les activités de reboisement, ce pic de pluie là s'est étalé jusqu'au mois de septembre. Je dis, de 2000 à 2008, des corrélations non significatives entre la pluie et la végétation ont été constatées. Et pendant la période de reboisement, d'après le reboisement 2009-2020, les régions à forte corrélation et significative ont été constatées. Donc le calcul des corrélations spatiales sur la période 2000-2020 montre des corrélations significatives dans le nord-ouest, comme je l'ai dit, et puis sur les tracés de la Grande Muraille Verte. Et que l'activité de reboisement doit se poursuivre et même être intensifiée. Donc en termes de perspective, qu'est-ce qui est fait? Les chercheurs sont en train de réfléchir sur un modèle climatique qui est en cours de développement. Ce modèle climatique-là va nous permettre, en termes de prospective, de nous dire d'ici quelques années, si nous intensifions le reboisement, à quoi est-ce que va ressembler ces zones désertiques et quel sera l'impact de l'évolution climatique sur le plan social, sur le plan économique des populations. Voilà, donc je pense que ce sont des résultats extrêmement encourageants pour ceux qui vont planter, d'abord, puisqu'il y a un impact extraordinaire à long terme, comme vous avez pu le voir. Il y a en plus de ces données scientifiques quantitatives un impact réel aussi sur la vie des communautés villageoises, puisque en arrêtant la désertification, eh bien, les populations peuvent se sédentariser à nouveau. Donc il y a à nouveau des jardins de potagers qui sont donc réalisés par des femmes en particulier. Les femmes peuvent donc avoir des espèces numéraires et donc elles peuvent aussi avoir plus de pouvoir aussi dans les villages, participer davantage à la vie communautaire et aussi donc acquérir des objets qu'elles ont besoin
aussi pour la famille. Et aussi, donc, nous avons un impact qui est la réinstallation d'écoles sur place. Donc c'est vraiment, sur le long terme, un résultat extrêmement encourageant. Et je voudrais vous remercier donc beaucoup pour votre soutien. Si vous souhaitez soutenir cette activité, nous avons préparé des possibilités de dons, soit en espèces, soit par un terminal. Et je voudrais terminer par cette photo que vous voyez ici. C'est en fait l'image qui se trouve actuellement à New York, donc dans la 42e avenue, vous savez, juste au-dessus de tous les drapeaux des Nations Unies. Et c'est en fait une peinture murale sur 350 mètres carrés qui se trouve donc à New York, dans la 42e avenue. C'est une peinture murale d'artiste brésilien, Eduardo Cobra, pour attirer donc, sur cette grande surface l'attention sur le changement climatique. Et je voudrais vous le citer, puisque ces paroles, je vais les lire en anglais. How are we taking care of our planet? Because the future is now. The future has already begun, and we are all responsible for it. Let's hope a new legacy of care for the environment to be delivered to future generations. Donc je pense que c'est ce que nous essayons de faire ici, et comme vous le voyez ici, pour revenir au point de départ, donc à ces Journées européennes du patrimoine, je pense que c'est aussi une magnifique image de ce que c'est que la célébration du patrimoine, c'est-à-dire la transmission d'une génération à une autre de cet héritage, qui est un héritage à la fois culturel, un héritage naturel, qui est fait de toutes nos valeurs que nous portons, que nous transmettons dans les moments de convivialité. C'est comme des journées aussi ici, c'est aussi quand il y a un dîner de famille entre grands-parents et petits-enfants, et c'est aussi, je l'espère, à l'occasion des visites que vous ferez pendant des journées ici, tous les ateliers que l'on fait aussi pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Merci beaucoup à tous. Nous allons maintenant, si vous le souhaitez, s'il y a des questions, nous pouvons poser des questions aux conférenciers qui sont ici. Je vous en prie. Oui. Anne-Isère, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, Anne-Isère, qui est donc la générale de l'Union Benelux. Mais je vais absolument pas. Bonjour et bravo, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je vais absolument pas parler comme Benelux, mais en représentant une autre petite organisation qui est en train d'être créée, qui s'appelle Karma, et qui en fait veut suivre les mêmes buts. Et une chose qui m'a interloqué, c'est dans un de vos slides, vous avez parlé que l'initiative Grande Muraille avait atteint 18% de ses objectifs. Que vous aviez atteint 18% de vos objectifs. Or, nous sommes juste avant 2030. C'est quand on regarde, et c'est pour ça que je voulais juste vous demander quels sont les freins que vous voyez à pouvoir accélérer, respectivement, quels sont les encouragements dont vous pourriez avoir besoin, au-delà de l'argent, au-delà des jeunes, mais s'il y a des choses encore plus spécifiques qu'on pourrait faire pour justement aider. Mais comme cela a été dit tout à l'heure, l'initiative de la Grande Muraille Verte n'est pas une initiative propre à l'Afrique. C'est une initiative qui déborde sur le monde. Et ce qui est important avec l'expérience que nous avons eue pendant ces nombreuses années, c'est de voir à quel point ce projet est peu, vulgarisé. Le projet de la Grande Muraille Verte, il faut considérer face aux difficultés environnementales que nous connaissons aujourd'hui, il faut le considérer comme un projet éducationnel pour la jeunesse en particulier. C'est-à-dire le principal obstacle que nous avons, c'est qu'il y a très peu de jeunes qui s'intéressent à ce projet. Bien sûr, les gouvernements, les associations cherchent à prendre part. Mais je pense qu'avant tout, c'est un projet, c'est une initiative qui est principalement destinée à la jeunesse. Il serait intéressant de pouvoir introduire le projet de la Grande Muraille Verte dans les manuels scolaires, à travers les différents États, qu'ils soient d'Europe, d'Afrique et d'ailleurs, pour faire comprendre combien ce projet pourra avoir un impact sur le futur, non seulement du continent, mais le futur de l'humanité. Ensuite, l'autre aspect très important, le logo qui a été choisi, je ne sais pas si tu pourrais mettre le logo à l'écran pour qu'on ait une idée un peu plus claire.
Le logo qui a été choisi pour désigner cette fondation, cette association, maintenant ici au Luxembourg, a deux symboles très importants. Le premier symbole, c'est la terre et l'arbre. Donc l'arbre, c'est la vie, n'est-ce pas? La terre, c'est aussi ce qui nous soutient, c'est ce qui nous porte, et c'est ce qui nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Et puis, après, vous avez cette courbe bleue qui est dessinée sur le côté, qui, elle, nous rappelle la nécessité, pour pouvoir réaliser ce projet d'une façon conforme à ce que les populations souhaitent avoir, c'est de réaliser, de développer, l'économie bleue. Je pense que nous sommes proches de la Belgique. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler de M. Poli, je cherche son nom, j'ai oublié, Günther, Poli Günther, qui est un peu l'initiateur de ce projet de l'économie bleue. En fait, c'est une économie qui ne produit pas de déchets. C'est une économie qui ne pollue pas. Et c'est une économie qui cherche à épouser les comportements de la nature. Et c'est ce type d'économie que nous devons chercher aussi à associer à de tels projets comme celui de l'avenue Freiheit. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes, je pense qu'il serait souhaitable que l'on puisse avoir, comme ça s'est fait depuis déjà quelques années, des jeunes qui puissent participer aux campagnes de reboisement lorsqu'elles sont organisées, parce que c'est vraiment une expérience de vie pour les jeunes. En réalité, ce qui se passe, c'est que je pense qu'on va... Tu peux montrer l'image avec le camp aérien? Ce qui se passe, c'est que lorsque nous faisons les camps de reboisement, nous nous retrouvons dans une zone semi-désertique. Donc en fait, c'est comme si on installe un camp dans une zone semi-désertique, coupé des villages, coupé de la ville, coupé de tout approvisionnement. Et dans ces camps que nous réalisons une fois par an, nous rassemblons environ 300 jeunes. Il y a toute une logistique à mettre en place pour transporter le matériel, les tentes, les lits picots pour les jeunes, les citernes d'eau. Et puis aussi, avec les eaux et forêts, ainsi que le ministère de l'Environnement, nous réalisons à côté du camp un forage pour pouvoir puiser l'eau et alimenter ce camp pendant environ une semaine à 15 jours, de sorte que les jeunes puissent avoir de l'eau pendant la période. Et tout autour, comme vous le constatez, c'est sec, n'est-ce pas? Donc les jeunes qui vont participer à ces camps de reboisement, comme je le disais, c'est aussi un rôle éducationnel, ils apprennent énormément de choses en relation avec la nature. Et ils apprennent aussi combien il est important de la respecter. Ils apprennent aussi à ne pas gaspiller, la matière. Et l'autre point très important, ils apprennent à cultiver la gratitude envers la nature. Parce que c'est notre manque de gratitude envers cette nature qui fait que nous la détruisons aujourd'hui. Nous avons entretenu un rapport de force avec la nature, alors que nous devrions plutôt apprendre à l'aimer et à lui être reconnaissants pour tout ce qu'elle nous donne. Et ce sont ces valeurs que nous essayons d'apporter lors de ces camps aux jeunes, afin qu'ils puissent avoir une autre approche, une autre relation avec la nature, et qu'ils puissent mettre en place dans leur vie personnelle des moyens concrets qui vont aider, tout en étant en pleine ville, en vivant en ville, tout en étant dans la ville, à apporter des solutions concrètes à la protection de l'environnement. En quelques mots, voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Si je peux simplement donner une idée en fait, de camp de reboisement, c'est à peu près une enveloppe de 150 000 € qui est nécessaire pour acheter ces fameuses tentes et acquérir aussi donc, une autonomie de transport. Puisqu'en fait, un des problèmes majeurs de ces camps, c'est que les livraisons d'eau, les livraisons de graines arrivent rarement au bon moment, à temps. Et aussi, il y a des
matériel qui n'est pas renouvelé. Donc il y a beaucoup de trous dans les temps, tout simplement, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et donc il y a vraiment une nécessité d'autonomisation en fait, des camps pour pouvoir lever les freins. En fait, c'est un aspect matériel qui est assez important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Une fois plantés, les arbres n'ont pas besoin d'un entretien ou d'un arrosage un peu sur le long terme, parce qu'on est quand même dans une zone désertique. C'est une très bonne question, parce que le plan de paille, on s'en va, on laisse tous nos cieux se débrouiller tout seul. En réalité, nous travaillons avec les communautés villageoises. Bien avant de faire un camp de reposement, nous déterminons un espace, nous définissons un espace, 250 hectares, 300, 400 hectares, et avec l'aide du ministère des Eaux et Forêts, nous clôturons cet espace. Et nous plantons à l'intérieur de cet espace. Ce qui a pour effet de permettre à la végétation de reprendre vie, puisque les animaux ne vont pas pénétrer dans cet espace, ils ne vont pas détruire les plantes qui ont été mises en terre. Et cet espace doit permettre de produire du fourrage pour le bétail. Parce que toutes ces zones du Sahel, ce sont des zones pastorales, ou liées à la transhumance. Et comme vous avez certainement eu l'occasion d'entendre, la transhumance dans ces zones crée beaucoup de conflits. Chaque année, il y a des centaines de morts à cause de la transhumance. Parce que le bétail qui n'a pas suffisamment de pâturage rentre sur des terres qui ont du pâturage et qui appartiennent à d'autres populations. Et bien entendu, ça crée des tensions. Donc, nous produisons du fourrage à l'intérieur de cet espace reboisé. La biodiversité revient. Grâce à cette technique, nous avons pu observer que les espèces d'oiseaux, les espèces de petits mammifères qui avaient disparu dans la région reviennent. Et certaines espèces de gazelles qui avaient disparu aussi reviennent dans la région. En dehors de cela, les arbres qui sont mis en terre, nous les confions à la population villageoise. C'est-à-dire que les espèces que nous choisissons sont souvent l'acacia sénégale et différentes espèces d'acacia qui produisent la gomme arabique. Et c'est pour les populations locales. C'est-à-dire que les populations locales, au bout de 4 ans, environ 4 ans ou 4-5 ans, les arbres commencent à produire la gomme arabique. On leur enseigne comment récolter la gomme, comment mettre en place des procédés de purification, et comment, bien sûr, commercialiser dans un système de commerce équitable cette gomme. Ensuite, le bétail qui va pouvoir se nourrir du fourrage va bien sûr être en meilleure santé. Il n'aura plus besoin de se déplacer sur de longues distances et créer des conflits. Donc on peut dire que la création aussi de la grande muraille verte, c'est un facteur de paix. Et grâce à cette muraille, on peut aussi rapprocher les communautés pour apprendre à vivre en paix. Et puis, puisqu'il n'y a pas de transhumance, alors les enfants peuvent aller à l'école. C'est-à-dire que grâce à ce projet, nous parvenons à ouvrir des écoles, à scolariser les enfants, à leur permettre, et surtout les filles, dans ces régions qui sont des régions où les garçons, en ce qui concerne la priorité, sont prioritaires par rapport aux filles pour des raisons culturelles. Donc, nous donnons la possibilité aux jeunes filles de pouvoir aller à l'école. Et comme Christophe l'a dit tout à l'heure, ces espaces permettent aux femmes aussi de mettre en place des jardins potagers. Elles cultivent des légumes qu'elles n'avaient pas connus jusqu'à présent, nous leur enseignons cela. Et cela permet bien sûr d'améliorer l'ordinaire des familles. Améliorer, ça a un impact sur la santé des enfants, parce que les enfants vont se nourrir d'une façon beaucoup plus équilibrée. Ensuite, les revenus de la gomme arabique permettent d'installer dans les villages des panneaux photovoltaïques qui permettent aux enfants le soir de pouvoir étudier avec la lumière, l'éclairage, la lumière électrique, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Donc tous ces moyens que je viens de citer viennent de ce projet qui consiste à travailler sur une zone bien définie et confier ensuite cette zone aux villageois qui en font leur propriété. Ça produit en fait des moyens de subsistance pour les populations. Merci beaucoup.
Science qui est paru cette année, et donc on est tout à fait dans le sujet encore. Je voulais demander la réinvasion d'une faune d'animaux. Est-ce que ça se fait de façon tout à fait spontanée, ou est-ce qu'il y a des programmes pour amener des animaux venant de zoos, de stations de culture, ou est-ce qu'on laisse vraiment faire la nature? Je vous ai parlé d'espèces en voie de disparition qui réapparaissent dans les espaces boisés, qui sont les petites clôtures de cette hauteur à peu près. Donc les gazelles, elles sautent et elles s'y installent. Certaines espèces d'oiseaux, pareil, viennent s'y installer. Et ce que nous faisons parallèlement à ce travail, nous essayons de créer, une fois qu'on a pu obtenir un certain nombre d'espèces protégées, nous faisons des parcs zoologiques où nous les mettons pour les protéger, mais sur une très très grande surface. Et ce avec la collaboration du ministère des Eaux et des Forêts. Donc, les animaux restent toujours dans la nature, mais dans des espaces beaucoup plus grands. Ce n'est pas vraiment un zoo que l'on va créer dans une zone citadine, mais on va les laisser dans la nature. Voilà, pour les protéger, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espèces, et après, elles sont libérées. Oui, alors nous avons aussi, et ça c'est un petit peu plus au nord, vers la ville de Saint-Louis, nous avons pendant plusieurs années reconstitué les nids des oiseaux migrateurs qui avaient été détruits à cette époque. Et pour cette raison, donc, ils ne venaient plus dans cette zone. Donc avec les jeunes, nous avons mené des campagnes de reconstitution des espaces de nidification pour les oiseaux migrateurs. Et c'est ainsi que nous avons pu ramener dans cette zone des espèces qui avaient pratiquement disparu au Sénégal. J'ai un commentaire à faire. Donc, on plante partout. La Grande Muraille Verte est un exemple en région désertique. Et on replante aussi en Amérique latine, où on remet une diversité d'arbres dans des anciennes plantations de bananes, dans des monocultures. Et là, où on est à côté de la forêt vierge, ces arbres plantés poussent à une vitesse incroyable. On plante un arbre grand comme ça, et 10 ans après, il a 20 mètres de hauteur. Parce qu'il y a une pluviométrie plus la température. Et les experts, et ça je le dis parce que c'est un message de résilience, un message positif, les experts pensent qu'au fur et à mesure que la muraille verte d'Afrique va se développer, donc la pluviométrie va se développer, que la croissance des arbres va également s'accélérer. Et qu'on va rattraper peu à peu la hygrométrie et les conditions de croissance de la végétation comme elle existe en forêt vierge en Amérique latine. Si ça le fait, ce serait fantastique. Nous le souhaitons du plus profond de notre cœur. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahel et le Sahara, c'était il y a plusieurs centaines de milliers d'années une zone boisée. Et on en trouve des preuves sur des vestiges, sur des pierres gravées, où on voit que c'était une région où il y avait une très grande végétation, très forte végétation, très dynamique, avec beaucoup d'animaux sauvages dans cette zone. J'aurais un autre commentaire à faire. Il y a une liaison déjà climatique et aussi. Pardon. Et le directeur du collège de l'OTAN. Donc, il y a une liaison climatique entre le Sahel et justement la forêt amazonique. Donc, on sait déjà bien les dangers pour cette forêt. C'est le boisement à France. Maintenant, on commence à reboiser au Sahel. Donc, il faudra étudier quels sont les effets à long terme, ce qui n'est pas facile justement. Et c'est important parce qu'il y a des arbres qui disparaissent d'un côté et qui réapparaissent de l'autre.
L'autre chose que je pense est importante, c'est qu'en stabilisant la population, il y a aussi un effet sur l'immigration. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est utile à répéter à des gouvernements qui sinon pensent que les problèmes, disons, de la race, un peu de notre planète, c'est qui est faux. On le sait, on est connecté, ça fait des siècles qu'on le sait. Maintenant, il y a des périodes de mémoire stratégique courtes. Donc voilà, on se trouve avec des politiques qui sont mieux. Merci. Une question toute simple. Nous parlons de ce projet extraordinaire. Est-ce que Arte est au courant de la réalisation de la Schmiert? Ça serait peut-être pas mal. Si vous avez des contacts avec Arte, si je pense que je sais plus si c'est sur Arte, mais j'ai vu une très belle émission sur ce projet. oui. Je pense qu'il y a eu plusieurs émissions effectivement sur le projet. Canal+, absolument. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui. C'est quoi ce mal? Question sur l'envergure pratique du projet. Donc on parle de 7600 km de longueur, 15 km de largeur. On parle d'une seule espèce d'arbre. Quel est le nombre d'arbres qu'il faut planter? Combien d'arbres vont survivre a priori? Qu'est-ce qu'on fait des espaces où les arbres sont présents? Et quel est le temps de réalisation prévu pour toutes ces plantations? La question de la survie des arbres après la plantation est une réalité et c'est pour cette raison que l'implication des populations locales, autochtones, est essentielle. Parce qu'une fois que le reboisement est fait, les jeunes ils y vont que pour une période, n'est-ce pas? Ils font le plus gros du travail en fait. Le plus dur c'est de planter, ce n'est pas d'entretenir. Et donc après, normalement, ce sont les agents des eaux et forêts, avec les populations locales, qui s'occupent de passer en revue tous les plants qui n'ont pas pris et de les remplacer. Donc il y a ce travail qui est fait. Ensuite, le projet de la Grande Muraille Verte, comme vous voyez ici, sur le schéma qu'on a présenté de l'Afrique, la ligne qui représente la Grande Muraille Verte n'est pas une ligne continue. Il ne faut pas considérer que c'est un trait continu. En réalité, la Grande Muraille Verte, c'est un ensemble de poches végétales qui sont réalisées sur cette ligne. Donc vous trouverez des poches purement végétales, où il y aura uniquement le reboisement, des poches qui seront des jardins polyvalents pour la culture de toutes sortes d'espèces qui poussent dans ces zones. Vous aurez de grands bassins de rétention d'eau, où sera pratiquée dans certaines zones la pisciculture, pour pouvoir se nourrir différemment. Vous aurez aussi des espaces, comme je l'ai cité tout à l'heure, pour protéger certaines espèces animales en voie de disparition, etc., etc. Donc, on reproduit ces poches tout au long du tracé de la Grande Muraille Verte. Ensuite, en ce qui concerne les difficultés que nous rencontrons par rapport à une campagne de reboisement, c'est que si les autorités locales et les populations n'interviennent pas tout de suite, c'est-à-dire dans les semaines qui suivent le reboisement, alors on a une perte énorme de plants. En général, nous faisons en sorte de planter dans la période qui précède ou pendant la période de la saison des pluies, pour avoir plus de chances de voir grandir les plantes. Et c'est après que les villageois, en collaboration avec les agents des eaux et forêts, passent en revue la plantation d'arbres et remplacent les plants qui n'ont pas pu supporter
la chaleur de la terre, etc. Alors il y a deux procédés que nous utilisons actuellement. Avant, nous avons souvent planté en utilisant les plants sous forme de pépinière. Donc nous avons tout d'abord mis en place une pépinière qui a été entretenue par les villageois, arrosée par les villageois régulièrement. Et ce sont ces plants qui sont ensuite déplacés pour les mettre en terre. Le sol qui a été utilisé pour la pépinière étant régulièrement mouillé, humidifié, la terre devient meuble. Donc à ce moment-là, nous passons ce terrain, nous donnons ce terrain aux femmes des villages qui vont, elles, l'utiliser pour faire des cultures. Ensuite, nous mettons aussi en terre des arbres fruitiers. Il n'y a pas que la gomme arabique. Nous mettons en terre des manguiers, toute espèce d'arbres fruitiers que l'on trouve dans ces régions, du citron et autres. Et les populations utilisent ces produits pour les vendre sur le marché, ce qui permet de développer une économie locale. Et en dehors de cela, nous plantons des graines aussi. Par exemple, nous mettons en sol les graines de baobab. Le baobab, c'est un arbre qui est très prisé dans ces régions-là, parce qu'il a beaucoup de vertus. Et donc, nous plantons en dehors de l'acacia sénégale, des baobabs, du jubier, des orangers, des citronniers, etc. Voilà, donc il y a une grande variété d'essences, de plantes qui sont aussi mises en terre. Je ne sais pas si je réponds à toutes les questions que vous avez posées. J'en ai peut-être une ou deux. Le sol est de quelle nature? Sablonneux. Sablonneux, oui. Et il change sa structure avec le temps. Parce qu'en Israël, c'est sablonneux aussi. Mais avec le temps, le sable provoque une mutation. Alors, justement, les essences que nous mettons en terre, ce sont des essences qui sont adaptées à ce sol. Et on s'aperçoit qu'après, la végétation revient sur le sol. En plus de la croissance des arbres, le couvert végétal est de plus en plus verdoyant. Parce qu'il y a une richesse, une transformation des sols qui se fait avec le temps. Et en dehors de cela, nous voyons l'apparition de petits mammifères qui viennent fertiliser les sols. Et la biodiversité, bien sûr, se remet en route. J'ai été profondément surpris de voir les changements qui se produisent au bout de quelques mois. Le sol il devient couvert de terre. C'est assez spectaculaire. La terre n'attend que l'on puisse s'occuper d'elle. Question que quelle est l'évolution de la situation sanitaire suite aux inondations? Alors, comme je vous le disais, les enfants se nourrissent mieux. Donc, il y a une amélioration de la qualité des aliments, ce qui fait que les enfants sont moins malades. On voit une diminution aussi des problèmes de malaria. Il faut savoir qu'en Afrique, un enfant meurt toutes les minutes à cause de la malaria. Donc, les conditions physiques des enfants, du point de vue de la santé, s'améliorent. Ensuite, les mamans apprennent à modifier la qualité des aliments qu'elles préparent. C'est-à-dire, on leur enseigne aussi de nouvelles méthodes alimentaires pour pouvoir enrichir l'ordinaire de la famille. Donc tout ça permet d'améliorer les qualités de santé, donc moins d'enfants malades, moins d'adultes gravement malades, et moins de dépenses pour les familles qui ont déjà très peu de moyens pour se soigner. Il faut savoir que ce sont des zones qui sont très retirées. Les villages les plus proches se trouvent environ à 40 ou 50 km. Donc pour une famille qui est en difficulté, c'est vraiment très très compliqué de pouvoir quitter son espace pour aller dans un hôpital ou un dispensaire proche. Donc sur ce plan, ça aide énormément les enfants, ça aide aussi à préserver la santé de l'ensemble de la famille. C'est pour rejoindre aussi votre livre que Christophe m'a permis de lire. C'est vraiment ce que vous avez expliqué concernant la notion de résilience. Et on est vraiment dans le cœur du sujet. Comment? En mieux, tant mieux. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Je vais laisser la suite à Christophe. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci. Merci. Je voudrais maintenant remercier beaucoup les sponsors, notamment Orange Communication SA, qui va pouvoir nous aider par c'est un camp qui est isolé, donc pour pouvoir créer des communications sur place pour ceux qui revoient sur place. Mais aussi aujourd'hui, vous pouvez laisser vos vieux téléphones portables et pour chaque portable qui sera laissé ici, 5 arbres seront plantés. Donc c'est quelque chose déjà de très concret. Et merci également à l'association publique. Et nous avons le plaisir maintenant de demander à son président, qui est aussi le président de Gueulard de Luxembourg, M. Bruno Thierry, de vouloir faire la synthèse. Merci beaucoup. Merci de votre présence. À toutes et à tous, une synthèse assez brève parce que vous avez été documenté, vous avez reçu quand même pas mal de messages. Le message, c'est la planète. Donc c'est ce respect de la planète qui est tout à fait intéressant, de mobiliser les jeunes, faire en sorte de les soutenir financièrement, les accompagner également dans leur démarche pour qu'ils puissent en nous, l'année prochaine, aller reboiser, replanter des arbres, empêcher aujourd'hui la désertification de l'Afrique. L'Afrique, c'est le premier continent en termes de démographie de la jeunesse. Donc faire en sorte de leur redonner de l'espoir. Comment redonner de l'espoir à cette jeunesse? C'est pour faire en sorte qu'ils puissent s'instruire et rester sur place en plantant des arbres. Et faire en sorte qu'ils puissent, dans une communauté universelle, se retrouver autour d'objectifs communs et partagés, des objectifs démocratiques et une démocratie économique également qui nous permet de créer des valeurs aujourd'hui. Les valeurs sont environnementales. Vous avez vu aujourd'hui le problème de l'urgence climatique que nous avons. Cette urgence est là. Cette urgence, on va le prendre bras le corps. Et on pourra régler ce problème uniquement avec une bonne volonté. Mais pour une bonne volonté, il faut des moyens. Donc aujourd'hui, c'est pour cela qu'on s'est réunis avec nos représentants africains aujourd'hui, avec une fondation Cœur Vert, avec une ASBL Cœur Vert que l'on crée au Luxembourg. Pourquoi au Luxembourg? Pour pouvoir lever des fonds avec le soutien du gouvernement, avec le ministère de la Coopération, pour mobiliser nos jeunes européens, ceux d'Erasmus, ceux de la grande région, pour aller là-bas, à la rencontre de la jeunesse africaine, pour redonner du sens. Et rien de tel que planter un arbre aujourd'hui, pour recréer une biosphère, pour recréer l'économie, un arbre qui permet aujourd'hui, avec ce qui pourra nous procurer, recréer de la richesse. Une richesse qui va se mesurer dans le temps, et faire en sorte aussi également d'empêcher peut-être cette migration climatique, qui est l'autre difficulté et l'enjeu. Donc ce continent africain, qui est l'espoir de la nation, faisons en sorte de faciliter leur instruction, ils sont extrêmement aujourd'hui intelligents, ils veulent faire des choses, ils peuvent nous apporter beaucoup dans ces échanges et pouvoir également créer une nouvelle dynamique économique, parce que la richesse est là-bas aussi. Et les enjeux que nous avons, ils sont également là-bas. Donc faisons en sorte d'aller beaucoup plus loin. Donc je remercie également cette Fondation Cœur Vert, l'association Cœur Vert. Donc j'ai l'honneur de présider avec l'administrateur délégué Christophe Delage ici présent, avec Odima qui est président de la Fondation Cœur Vert en Afrique. On a des relais locaux. On a un ambassadeur également qui porte des valeurs, c'est l'ancien ambassadeur de Belgique, également qui était du nom Benelux. Je vois que le nouveau représentant, le secrétaire général du nom Benelux qui est présent à nos côtés. Nous avons une entreprise également importante qui est partie dans la métaverse, c'est Orange, entre autres. Mais plutôt que l'espoir, la métaverse aujourd'hui, c'est concret ce que nous proposons aujourd'hui. Donc c'est bien avec Orange. Donc mobilisons les bonnes volontés, la jeunesse, pour pouvoir ensemble faire des choses tout à fait concrètes. Alors au-delà de la chance d'avoir des membres d'honneur, on a Jean-Louis Borloo, vous l'avez connu, qui a créé également les délégations de l'Afrique, l'engagement pour l'expression. Il est ministre également de l'Environnement, ministre d'État. Il portait des valeurs écologiques, toujours d'ailleurs. Nous avons également le président de la COP22, ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, qui est là. Et le troisième, Idriss
Ahmed qui est ici présent, qui est notre troisième membre d'honneur, qui porte tous les espoirs de l'Afrique et qui est notre relais sur ce continent africain. Donc avec vous, avec tous nos partenaires, portons l'espoir d'un monde meilleur, pour replanter des arbres, pour redonner du sens. Et aujourd'hui, au Château d'Ensemble, aujourd'hui, on porte des valeurs, la permaculture, la préservation des semences, le développement aujourd'hui d'une économie responsable, une économie verte. Donc c'est important de porter tout cela tous ensemble ici et en pouvant soutenir, en pouvant faire savoir également tout ce que nous portons comme message qui ont été rappelés précédemment. Donc merci à toutes et à tous pour votre engagement personnel pour rendre ce monde meilleur, plus respectueux de l'environnement. Et ça c'est important, même le pape l'a dit aujourd'hui, on a reçu une planète en héritage, préservons-la, reconstruisons-la tous ensemble. Donc merci à tous et à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Maintenant, le temps est devenu pour des petites agapes. Donc, pour faciliter les choses, si vous voulez bien aider à porter toutes les chaises contre ce mur, prenez simplement votre chaise et mettez-la là, et nous en passons.